Destins extraordinaires, Michel Polnareff. Raconté par Joe Hume. Raconter la vie et l'œuvre de Michel Polnareff, c'est l'assurance de faire les montagnes russes. Car derrière les apparences d'un artiste magistral et volontiers provocateur, il y a une âme intelligente, cultivée et parfois blessée. Il y a aussi un romantique et surtout un authentique compositeur doué et raffiné. Le parcours de Polnareff rassemble tout ce qu'il faut de haut et de bas, d'excès et de rebondissements romanesques pour l'inscrire dans la légende. Michel Polnareff est un visionnaire qui a failli se retrouver aveugle. Il a secoué l'ordre établi bien avant mai 68. Il a cultivé l'androgynie bien avant David Bowie. Un écorché vif à l'âme câline, un amoureux de la France qui a dû s'exiler, un éternel enfant qui n'a cessé de jouer avec la vie, une star à la fois dépressive et enthousiaste, coupée du monde et proche de son public, pudique et exhibitionniste. Michel Polnareff possède un style et un tempérament unique. Il est unique pour son look, lunettes noires et boucles d'or, mais aussi unique pour ses mélodies harmonieuses et symphoniques. Dans ce nouvel épisode de Destins extraordinaires, nous allons vous raconter les grandes étapes de la vie de Michel Polnareff avec les formidables archives d'Europe 1, radio qui a eu une grande importance dans son parcours. Destins extraordinaires, Michel Polnareff. Épisode 1. Des marches de Montmartre à la scène de l'Olympia. Si l'on veut faire une présentation classique de Michel Polnareff, alors disons que tout a commencé pour lui le jour de sa naissance, le 3 juillet 1944. Mais ce serait peut-être plus juste de dire que tout a véritablement commencé pour lui au milieu des années 50, quand le petit Michel, enfant doué mais farfelu, s'est découvert un certain penchant pour la provocation. Est-ce que vous n'avez pas été aussi élevé à un certain moment dans des pensions ou dans une pension religieuse, chez les oratoriens? Oui, j'étais élevé à Juilly. J'étais allé là-bas parce que comme j'étais un passionné de latin, là-bas ils sont très très forts pour les études classiques. Qu'est-ce qui vous en est resté? Est-ce qu'il vous en est resté ce que non? Je voulais dire qu'est-ce qui leur en est resté. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. En pleine messe, un jour, j'ai eu la grande idée, c'était à la suite d'un pari, de jouer Rock on the Clock de Bill Haley sur l'orgue de l'église. C'est pour ça que je leur disais ce qu'il en a resté, parce qu'il se rappelle très bien. Est-ce qu'il y en a un enregistrement? Non. Eh ben, quel dommage. Les oratoriens, c'est un ordre qui est assez particulier, puisque ils ont un esprit extrêmement large, qui n'est pas du tout celui des jésuites, par exemple. C'est un ordre très large. La meilleure preuve, c'est que moi, je n'ai pas de religion du tout, parce que mon père est orthodoxe, ma mère est catholique, et n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur la religion adoptée pour moi. Donc, je n'ai pas de religion, ce qui est finalement le meilleur moyen de respecter les autres. Ce qui m'en est resté, c'est, je vous dis, ce sentiment d'esprit très très large, puisque moi j'étais soprano solo dans la chorale et que je servais la messe, ainsi qu'un chinois, je crois. On servait la messe et on était catholique ni l'un ni l'autre. Donc c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, puisqu'on était en aube, et j'en ai gardé vraiment une impression d'esprit très large. À Paris, dans l'appartement familial de la rue Oberkampf, Michel Polnareff, né dans une famille d'artistes d'origine russe assez aisée, n'est pas vraiment un enfant malheureux. Mais ce n'est pas non plus la fête tous les jours. Avec une mère danseuse et un père compositeur, qui a travaillé notamment pour Édith Piaf ou Yves Montand, le parcours du fiston semble tout tracé. Un peu trop même. Dès l'âge de 4 ans, ses parents le mettent au piano. Il y joue parfois jusqu'à 10 heures par jour. Ça a été, disons, une enfance très studieuse, puisque je travaillais vraiment énormément, puisque je partageais mon temps entre mes études et puis le conservatoire. Donc j'avais à peu près le double de travail d'un enfant normal. Vous voyez qu'encore une fois, j'étais pas dans la majorité. Je dois dire que je conserve pas un souvenir
extraordinaire de mon enfance, parce que ça a été vraiment, je vous dis, une enfance studieuse, trop studieuse peut-être. Si vous voulez, ma mère était devenue, enfin je dis ça gentiment, mais enfin c'est vrai, vu le travail que je fournissais, et une sorte de fait carabosse, qui arrivait le matin, me faisait réciter mes leçons, l'après-midi faisait réciter mes leçons, le soir. Donc si vous voulez, à ce moment-là, ça devient un personnage un petit peu dur. Et pas question pour le petit Michel d'écouter autre chose que de la musique classique. Le jour où il est surpris en train d'écouter la musique de West Side Story sur le poste de radio du salon, son père devient fou de rage. Effectivement, il m'a chopé en train d'écouter West Side Story et ça a été un scandale total. La radio a volé, etc. Parce que c'était trop moderne à son goût. J'ai jamais compris exactement son problème. Je pense qu'il l'a pas compris lui-même, mais j'ai décidé de plus lui en vouloir. C'était important pour moi quelque part lui pardonner tout ça, quoi. Et j'étais un fou d'Elvis. J'avais pas le droit d'avoir de tourne-disque, ouais, c'est ça. Donc j'avais un disque d'Elvis dans mes cahiers, et donc j'étais content parce que j'avais l'objet, mais j'avais pas le son. Michel Polnareff est élevé comme s'il devait absolument devenir le grand artiste que son père n'avait pas réussi à être. Bon à l'école, premier prix de conservatoire, Polnareff se sent pourtant étouffé. On n'a pas partagé la passion de la musique. Il m'a fait rentrer la musique un petit peu comme on gave les oies pour avoir du foie gras. Est-ce que je lui dois ma connaissance de la musique? Sûrement. Oui, j'avais pas le droit de jouer avec les enfants de la rue, tout ça, etc. Donc, je jouais avec le piano pendant 10 heures. C'était un petit peu long. Et donc, ça m'a permis de détester le piano, de détester Chopin. J'ai pas détesté Debussy, j'ai une grande passion pour Debussy. Mais ma grande revanche, en fait, ça a été d'abandonner le classique. Le pire du pire pour le jeune Polnareff arrive en 1959, salle Pleyel. Quand on lui remet un prix lors du concours Léopold Bellan qui récompense les jeunes artistes virtuoses, l'ado de 15 ans est forcé d'apparaître sur scène en culotte courte. Une des hontes de ma vie, oui. Oui, j'en ai eu d'autres. Parce que quand j'étais petit, ma mère, je crois, elle m'habillait en petite fille, en fait. Donc là, c'était déjà un progrès. Donc là, j'avais des petites culottes de garçon. Évidemment, je me sentais pas du tout bien. Mais enfin, la bonne nouvelle, c'est que je gagnais le concours. Donc je sais pas si elle faisait ça pour attendrir le jury et de montrer comment on peut être petit quand on est tellement grand. Arrivé à l'âge de 18 ans, le père de Michel Polnareff lui demande de participer au loyer. Mon enfance, dira-t-il, était formidable, surtout pour mes parents. En fait, Michel n'aime pas ce qui est tracé d'avance. Il n'aime pas ce qui est lisse, prévisible, conventionnel. Il n'aime pas non plus être un bon élève. Tout compte fait, c'est plutôt en 1963 que la vie de Michel Polnareff commence, le jour où il claque la porte du domicile familial. Michel Polnareff ne veut pas abandonner la musique, qu'il adore, mais il veut voler de ses propres ailes. À 19 ans, il respire enfin et souhaite s'offrir en vitesse tout ce qui lui était interdit durant son enfance. L'aventure commence, à lui Paris. Livré à lui-même, son quotidien devient bohème et hasardeux. Mais il le vit comme une expérience. Pourquoi exactement Michel est parti de chez lui en claquant la porte? Est-ce que c'est après une dispute? Et deuxièmement, qu'ont fait ses parents, car il n'avait que 18-19 ans à l'époque, lorsqu'il a disparu? Oui, je crois qu'ils auraient pu, selon la loi, le faire ramener manu militari à la maison. Encore une fois, je peux pas expliquer pourquoi ne pas faire venir, parce que ça, encore une fois, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. J'en sais rien. Mais le départ, Michel Polnareff, une crise comme ça, brusque, soudaine, sur un point précis, ou une lente accumulation de choses qui font qu'un jour la goutte déborde. C'est l'histoire de la goutte, ça. Je reviens encore à ce que je vous ai dit, l'enfance studieuse, trop studieuse, devient... il y a une saturation au bout d'un moment. J'étais dans des lycées mixtes et je me rendais compte, par exemple, qu'une fille se mette à côté de moi parce que j'étais le plus fort en latin, par exemple. Alors ça m'a un peu ennuyé d'être le fort en latin. Et du jour au lendemain, j'ai voulu être le dernier de la classe que je trouvais beaucoup plus brillant. Parce que le dernier de la classe est toujours, la plupart du temps, beaucoup plus drôle en société que le premier. C'était du jour au lendemain, j'ai voulu... je te dis, tout ce que je connaissais parce que je l'avais appris, ou parce qu'on me l'avait appris. Je suis parti vraiment droit devant moi. Quand je vous dis je suis allé droit devant moi, c'est vrai. Je suis parti à peu près de la place de la République, et je suis arrivé place du Théâtre. Enfin, vous prenez tout droit, et puis à gauche, et puis vous y arrivez. J'ai fait divers métiers. J'ai fait du porte-à-porte dans toute la banlieue, dans tous les HLM. Je vendais des cartes, des mignonnettes pour les aveugles.
J'ai travaillé dans les assurances incendies, enfin j'ai fait beaucoup de démarches, vous voyez, en tant que représentant. Quand j'étais dans cette maison, je disais aux gens, parce que j'ai toujours eu un optimisme vraiment débordant, vous allez voir pourquoi. Ils me disaient, mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Je leur disais, vous en faites pas, vous verrez, je réussirai dans la musique. Alors tout le monde rigolait, bien entendu. Et je fais ça pour faire une expérience. Je suis resté 1 an dedans. Et j'étais persuadé que je faisais une expérience, que c'était une vie que après je ne pourrais pas connaître et que je voulais absolument connaître. Pour pouvoir d'ailleurs éventuellement la critiquer. Si vous voulez, c'était pour moi un rôle de composition. Non mais ça a l'air idiot de dire ça, mais c'est vrai. Tout. Enfin, ça faisait partie Ça faisait partie de l'expérience, oui. Un beau jour, un client qui est arrivé, qui a dit, comme je commençais à me laisser pousser les cheveux, qui a commencé à dire, oui, c'est un garçon ou une fille. Enfin ça, je l'ai entendu à peu près dans toutes les langues, vu qu'il y avait beaucoup de touristes à Place du Tertre. Et donc ce jour-là, je suis donc parti de cette banque et j'ai connu vraiment des gens extraordinaires, qu'on appelait à l'époque des beatniks. Enfin, ça a été très défloré, mais il y avait des gens très très valables. Et vraiment, j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait certainement une vie à tenter, ce que j'ai fait. Et c'est sûr, le jour où je suis parti de chez moi, ça n'a pas été rose du tout, parce que quand on a quand même un certain confort, disons, auquel on est habitué depuis, ça faisait 18 ou 19 ans, il est très difficile comme ça du jour au lendemain de ne pas avoir à manger, de ne pas savoir où dormir. Et je suis resté une fois 12 ou 13 jours sans manger en plein Paris, ce qui paraît quand même impensable. Mais finalement, c'était peut-être même pas de la faute des gens. C'était de la mienne, parce que vu cette éducation que j'avais reçue, j'avais du mal à tendre la main, et donc j'avais une vieille guitare et je jouais des morceaux, mais je partais avant de ce qu'on appelait faire la manche. Mais au bout de 13 jours, je l'ai faite parce que il fallait bien. Sous quelle étoile suis-je né? J'en suis encore me le demander. Je chercherai peut-être encore lorsque sera l'heure de ma mort. En 1964, Michel Polnareff est remercié par la direction de sa banque. Déjà parce qu'il passe l'essentiel de son temps aux toilettes. Non pas pour faire ses petites affaires, mais pour écrire des chansons. Des centaines de chansons. Son rêve, écrire et composer pour les autres. Michel Polnareff est un rêveur aux cheveux longs. Et ça aussi, ça déplaît à ses patrons, qui préfèrent donc le mettre à la porte. Pourtant, à l'armée, il devra se résigner à les couper. Ciseaux! Ça s'est passé le premier jour. Oui. Tout de suite, dès que je suis arrivé, ça a été coupé. Enfin, j'étais pas aussi long que ça. Enfin, à peu près. On m'appelait Sylvie Vartan d'ailleurs, là, que je suis arrivé, oui. Ça lui fera plaisir. Sous quelle étoile suis-je né? J'en suis encore à me le demander. Je sais que c'est une chose qui intrigue beaucoup les gens, d'abord parce que, disons que pour les gens, pour le public, un artiste représente quand même quelque chose d'un petit peu anormal, d'un petit peu incompréhensible. Moi, que j'ai eu les cheveux courts, que j'ai eu les cheveux longs, j'ai même eu les cheveux en brosse, que j'ai les cheveux avec la raie sur le côté, on m'a toujours dit « c'est marrant, regarde une fille », etc. Quelle que soit la coiffure. Donc alors je vous rassure tout de suite, je cultive rien du tout. Moi je vais vous préciser quelque chose, moi personnellement ça m'ennuierait de passer pour un homosexuel par exemple. Bon, parce que si je l'étais, je m'en foutrais complètement, mais comme je ne le suis pas, ça m'ennuie un peu. En revenant de l'armée, Michel Polnareff se laisse pousser à nouveau les cheveux et a désormais tout son temps pour végéter avec ses nouveaux amis, les beatniks de la butte Montmartre. Ces jeunes anticonformistes sont comme lui. Ils ont une longue tignasse et ne vivent que pour la musique. Michel Polnareff se met à la guitare. Et chaque jour, il grimpe jusqu'au Sacré-Cœur avec sur l'épaule son hamster porte-bonheur, nommé Véronique, et sa guitare 12 cordes sur l'autre. Perché sur les marches de la basilique qui surplombe tout Paris, le jeune homme reprend des airs célèbres. Mais il chante aussi, avec brio, ses propres compositions. Il a envie de voir le monde et de savoir pourquoi il gronde. Ce vagabond aux cheveux longs, le ciel lui appartient bien au-delà des villes. Je faisais la manche. Alors c'était tellement contraire à mon éducation que c'était très très difficile pour moi de tendre la main.
Quand on tend la main et qu'on n'a pas encore le bras long, c'est vraiment très très difficile. Donc j'avais une petite pâtissière, je crois, qui venait et qui passait avec son chapeau et qui prenait l'argent. Et moi je partageais l'argent avec beaucoup de... C'était des beatniks à l'époque. Ouais. Et on était sur les marches de Montmartre et puis on allait se manger des frites. Devant le Sacré-Cœur. Parce que les livres c'est formidable, l'éducation c'est formidable, il faut pas rejeter tout ça. Mais en fait, j'ai pris également une revanche sur le fait que je ne pouvais pas jouer avec les enfants de ma rue. Donc là, j'ai vécu dans la rue et j'ai connu tout ce qui se passait depuis les voyous, les drogués, les sapins, les méchants, les voleurs, les pickpockets. Et j'ai connu tout ce qu'en fait, il faut savoir. Tout le monde apprend en vivant la vraie vie. Tous les jours, le même rituel inlassablement répété. Tous les soirs, la même question. Où dormir? Où dîner? Certains soirs, Michel Polnareff n'a pas la réponse et dort le ventre vide dans un square du quartier. Comme la mendicité est encore interdite, il passe parfois la nuit au poste avant de retourner le lendemain en haut de la butte pour gratter et chanter. À ce moment-là, sa vie ferait presque penser au mythe de Sisyphe. Sauf qu'ici, le rocher va finir par rester accroché au sommet de la montagne. Vous savez, il y a beaucoup de gens, je crois, qui n'y ont pas cru à cette histoire quand je disais que j'étais sur les marches du Sacré-Cœur et que je dormais dans le marché Saint-Pierre. Parce que finalement, c'est une très belle publicité et ça sonne très bien. Le savent vraiment les gens qui habitent à Place du Tertre, enfin tous les peintres. Michel Polnareff ne cherche absolument pas à devenir une vedette. Mais ses copines beatniks y croient pour lui. Comme elles le trouvent brillant chanteur, elles l'inscrivent à tous les concours de rock de la capitale, notamment ceux organisés par la Locomotive, boîte branchée située au pied de la butte Montmartre. Premier prix pour le vainqueur, un contrat avec l'incontournable producteur Eddie Barclay. Cette nuit-là, à Pigalle, Polnareff l'emporte. Et pourtant, incroyable mais vrai, il refuse le prix. Parce que j'aimais pas Barclay. Je l'ai aimé plus tard, quand j'ai pu être dans une position d'égal à égal. Mais à l'époque, la personne qui était là, entourée de très jolies filles, que je trouvais un peu superficielle, avec un gros cigare et tout ça, c'était un personnage qui ne me plaisait pas. Plus tard, j'ai appris à le connaître et j'ai appris à l'aimer parce que c'était un personnage extraordinaire. À l'époque, je me sentais totalement dominé par ce genre de personnage. J'avais pas, disons, je me sentais en dessous. Et Michel est remonté sur la butte. Oh yeah! Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah! Printemps 1966. L'air du temps est à la révolte et aux beatniks à chemise à fleurs et aux cheveux longs. Après le succès phénoménal des élucubrations d'Antoine, l'industrie du showbiz recherche une autre dynamique du genre. Oh yeah! En écumant les rues de la capitale, les dénicheurs de nouveaux talents finissent par tomber sur Michel Polnareff en remontant, vous l'aurez deviné, les marches du Sacré-Cœur. Oh yeah! Ceci lui présente ensuite l'éditeur Rolf Marbeau, par ailleurs patron de la SACEM. C'était un vrai beatnik, négligé au plus haut degré, et un homme qui a une vie intérieure et qui néglige l'extérieur. Et il m'a dit immédiatement, son idéal, c'est l'indépendance, pouvoir faire ce qu'il veut. Et c'est pour cela aussi qu'il n'a jamais pu avoir un emploi stable. Il était employé dans une banque, il était employé dans une assurance, il a vendu des cartes postales pour les aveugles, il a mendié à Montmartre, il a été même assez souvent en prison pour mendicité. Mais il ne pouvait rester nulle part. Rolf Marbeau trouvait que je puais, que j'avais des chaussures dégueulasses, etc. Et je l'intéressais pas du tout. Et c'est deux femmes qui ont lutté pour le convaincre de me prendre. Une fois convaincu, Rolf Marbeau demande à un parolier, Franck Gérard, d'écrire une chanson pour Michel. Ainsi naît La poupée qui fait non. Les paroles sont d'apparence légère, mais on évoque ici en filigrane ce dont on ne parlait pas encore en 1966, la libération de la femme. Cette chanson sied parfaitement au tempérament de Polnareff, pour qui dire non
est un petit peu comme une philosophie. D'ailleurs, quand Rolf Marbot lui demande d'enregistrer la chanson dans un studio parisien, Polnareff lui dit non. Ou plus précisément, il lui lance « Ok, mais on l'enregistre à Londres avec les meilleurs ». À l'époque, je voulais pas être chanteur, je voulais pas être sur le devant de la scène. Je voulais faire des compositions pour les autres, etc. Donc j'avais demandé un contrat absolument impossible. Je voulais les meilleurs guitaristes, je voulais Jimmy Page à la guitare, je voulais John Paul Jones à la basse, je voulais la plus belle suite dans un hôtel à Londres, alors que j'étais chanteur des rues, j'étais devenu chanteur des rues. Rolf Marbot aurait pu renvoyer l'inconnu Polnareff en haut de sa butte. Mais finalement, il accepte sa folle demande. Polnareff est comme pris ici à son propre piège. Le disque sera bien enregistré à Londres avec Jimmy Page et John Paul Jones, futurs guitaristes et bassistes du groupe Led Zeppelin. Pourtant, je donnerai ma vie pour qu'elle dise oui. Une fois enregistré, Rolf Marbot fait écouter le disque au grand Manitou de la variété française, au sorcier des ondes, Lucien Maurice, l'une des personnalités les plus influentes du milieu. Directeur des programmes d'Europe numéro 1, la radio aux 10 millions d'auditeurs, Lucien Maurice peut faire ou défaire la carrière d'un artiste. 10 ans plus tôt, c'est lui qui avait par exemple lancé la carrière de Dalida. Si Lucien Maurice a un coup de cœur et qu'il décide de matraquer un titre sur son antenne, le succès est assuré. Sinon, bon courage. Lorsqu'il entend la poupée dire non, Lucien Maurice dit oui, tout de suite. Entre lui et Michel Polnareff, l'entente est immédiate, fusionnelle même. Lucien Maurice, qui était dans ces murs et qui m'a lancé. Je veux dire, cette station ici a lancé la poupée qui fait non. Le 15 mai 1966, bien aidé par ses multiples diffusions sur Europe numéro 1, la poupée qui fait non fait son entrée en 33e position du hit parade. Une semaine plus tard, la poupée est déjà numéro 1 au classement. Une progression fulgurante à l'image du parcours de Michel Polnareff. Entre les marches de Montmartre et la première place du hit parade, il ne s'écoule que 5 mois. Entre son premier et son deuxième tube, seulement 2 mois. Love me, please love me, je suis fou de vous. Pourquoi vous moquez-vous chaque jour de mon pauvre amour? Une fois de plus, Michel Polnareff joue avec les conventions. Si les standards radio veulent que les chansons ne dépassent pas les 2 minutes 35, Polnareff impose ici une chanson de 4 minutes et 20 secondes. Mais l'ambition et la puissance mélodique de Love Me, Please Love Me, sensible et sublime lamentation que Polnareff dévale tout chousse en mode soprano, le démarque définitivement du mouvement yéyé. Si j'en crois votre silence, vos yeux pleins d'ennui, nul espoir n'est permis. Déjà secoués par la coolitude d'Antoine et par le dandysme de Jacques Dutronc, les copains Johnny, Sylvie, Eddie et les autres prennent un coup supplémentaire avec le beatnik romantique de Montmartre, devenu en un temps record une usine à succès. Love me, please love me, je suis fou. En octobre de cette même année 66, le patron de l'Olympia, Bruno Cocatrix en personne, lui propose de faire la première partie de Claude François. Une opportunité que personne n'aurait refusée. Sauf Michel Polnareff. Tout simplement parce que j'estime que je ne suis pas prêt pour faire grande scène parisienne pour le moment. Je crois que la scène ne s'improvise pas et les gens ont besoin de retrouver actuellement le même son sur scène qu'en enregistrement. Et pour cela, il faut se préparer longtemps. Je crois que il y a eu d'abord des compositeurs qui donnaient des musiques à des chanteurs et actuellement les compositeurs et auteurs on leur demande de chanter et d'interpréter eux-mêmes leurs chansons sur scène.
Et je crois que j'ai personnellement un retard sur mes chansons, c'est-à-dire que de la musique j'en ai fait toujours, j'en ai fait depuis très jeune, et de la scène depuis très peu de temps. Or j'ai actuellement un retard à rattraper sur mes chansons et je ne veux pas présenter quelque chose qui n'est pas encore prêt. Polnareff refuse l'Olympia, mais pas pour longtemps. Quelques semaines plus tard, le 30 octobre, il accepte de faire la première partie des Beach Boys. En France, le style Polnareff divise. Ses cheveux longs, ses excentricités vestimentaires en laissent certains pantois. J'ai jugé inutile de vous parler de la coiffure de Michel Polnareff, tout le monde connaît ses longs cheveux blonds. Il est vraiment le type du personnage romantique pour qui la poésie est le pain quotidien. Cette première apparition de Michel Polnareff confirme tous les espoirs que chacun met en lui. Mince, droit, belle allure, il a quelque chose à la fois d'intrépide et de fragile. En tout cas, une présence scénique incontestable, armé d'une jolie voix et des bonnes chansons qu'il se fabrique, c'est une vedette sur laquelle on peut miser. De plus, son dernier titre, Faire l'amour avec toi, est taxé de pornographie et interdit de télé avant 22h. Ce qui ne l'empêche pas de tutoyer une fois de plus les sommets du hit parade et de remplir la salle du boulevard des Capucines. Moi, je me fous de la société et de sa prétendue moralité. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Au début de l'année 1966, Michel Polnareff fait la manche à Montmartre et dort à la Belle Étoile. À la fin de l'année 1966, il est numéro 1 du hit parade et à l'affiche de l'Olympia. Une success story à peine croyable. Et pourtant, on était encore loin d'avoir tout vu et tout entendu. Épisode 2. Des tubes, des scandales et une arnaque. Devenue riche et célèbre en seulement quelques mois, la nouvelle idole des jukebox et des pick-up est unique à tous les niveaux. Michel Polnareff n'est ni le nouveau Johnny, ni le nouveau Intel, il est tout simplement Michel Polnareff. D'une part, ses connaissances en musique classique le font sortir du rang. D'autre part, son expérience de beatnik, dormant à la Belle Étoile dans les squares de Montmartre, lui offre une sensibilité à part. Après cette année 1966 qui le voit devenir l'un des plus grands vendeurs de disques du pays, Polnareff s'empresse de confirmer qu'il n'est pas une météorite, mais un authentique artiste. Les années suivantes, il continue de réinventer la variété française. Il ose, il se sent fort, il ne doute pas un instant de son talent. Et il a bien raison. Il clame haut et fort qu'il veut faire l'amour avec nous. Il nous offre tous les bateaux, tous les oiseaux. Il nous invite à des holidays en nous assurant qu'on ira tous au paradis et en calmant les âmes câlines. Âme câline, cherche cœur libre tous les jours, toutes les nuits, pour la vie. Aussi bête que ça paraisse, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est un oiseau. Mais ça, personne ne le croira jamais. C'est parce que j'étais à Marrakech et j'étais allongé sur mon lit et puis il y avait un oiseau qui faisait... J'écoutais et puis je faisais pas attention et puis... Si vous verrez, un jour vous entendrez un oiseau qui fait ça. Et je jouais sur ma guitare. J'ai continué, ça donnait âme câline. C'est la seule fois que j'ai piqué de musique à quelqu'un qui m'a pas attaqué. Michel Polnareff ne recule devant aucune audace acoustique. Dans le bal des Lazes, il va totalement à l'encontre de ce que veulent alors les Français. Le public veut des chansons légères, eh bien il va leur donner une marche funèbre avec le bal des Lazes. Je serai pendu demain matin, ma vie n'était pas faite pour les châteaux. Tout est arrivé ce soir de juin, on donnait une fête dans le château. Sans guitare ni batterie, Polnareff mêlant ici orgue classique et basse électrique.
Lorsqu'il enregistre la chanson dans les studios Barclay, le chanteur exige des murs recouverts de velours noir et une pièce uniquement éclairée par des bougies. Vœu exaucé. Mais à la sortie du 45 tours, les radios préféreront la face B, beaucoup plus futile, il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Avec le temps, Le Bal des Lazes sera considéré comme l'une de ses plus belles chansons. Et même l'une des plus belles chansons françaises tout court. Holidays, oh holidays, c'est l'avion qui descend du ciel et sous l'ombre de son aile, une ville passe, que la terre est basse. Comme Johnny 10 ans plus tôt, Michel Polnareff déchaîne les passions. En juin 1970, il est agressé sur scène, en plein concert. Un spectateur saute sur scène, se jette sur lui et le roue de coups, c'est la panique générale. Alors que l'artiste est assommé, les CRS interviennent et matraquent tout le monde, l'agresseur, les fans, les musiciens et les organisateurs. Quand il reprend ses esprits, Michel Polnareff appelle son ami parolier Jean-Loup Dabadi, qui lui avait écrit Tous les bateaux, tous les oiseaux 1 an plus tôt. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Un jour, il me téléphone, il me dit « Je suis à l'hôpital, je suis en pleine dépression nerveuse. Je voudrais que tu m'écrives une chanson dans laquelle tu dis « Je suis un homme ». Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Parce que l'autre jour, j'étais dans un gala, il y a un type qui est monté sur scène, qui m'a attrapé par les couilles et qui a dit à la salle « Il en a pas ». Alors ça, j'ai pas avalé. Et je voudrais leur démontrer que j'en ai. Et j'aimerais bien que tu m'écrives la chanson parce que je m'en tirerai pas tout seul. Alors je lui ai écrit cette chanson. Je lui en ai fait cadeau d'ailleurs, je l'ai même pas signé. Parce que je trouvais que c'était très personnel et que par conséquent, ça lui revenait de droit. Alors je suis allé le voir à l'hôpital de Beaumont-sur-Oise. Il était dans une espèce de salle moyenâgeuse, recouverte de salpêtre. Et il avait trouvé le moyen, en l'espace de moins de 48 heures, de transformer toute la partie, un angle de la salle, en studio d'enregistrement. Il y avait des magnétos, il y avait un piano, il y avait un synthé, il y avait tout ce que tu peux imaginer dans l'hôpital. Mais ça, ils sont tous comme ça. Beko, il a transporté son piano au service militaire, lui à l'hôpital. Enfin, ça c'est une des caractéristiques de ces oiseaux-là. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Polis mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, pas besoin d'un référendum ni d'un expert pour constater qu'elles sont en nombre belles. Durant cette année 1970, Michel Polnareff n'est pas épargné par les critiques. Même les journalistes s'y mettent. Peut-être pas pédé, autrement dit. Ah non, pas du tout. Alors là, je m'en excuse pour les gens qui le souhaiteraient. Non, pas du tout. Je vais vous dire quelque chose. C'est de toute façon, comme un artiste est quelque chose de pas normal, ou bien il est pédé, ou bien il se drogue, ou bien ça je me place je me mets pour le public, hein, ou bien il est pédé, ou bien il se drogue, ou bien il y a plein de solutions. Alors moi, on n'a pas pu dire que j'écrivais de la mauvaise musique jusqu'à présent, ou tout au moins on l'a pas dit. On n'a pas dit que je chantais trop mal, alors je suis pédé. Voilà. Il faut trouver quelque chose. Alors quand je rentre dans un endroit, c'est pédé, bon. Alors, j'ai donc écrit cette chanson pour faire quand même une légère mise au point. Et je répète un truc que je dis toujours, si j'étais pédé, je le dirais. Au même moment, Michel Polnareff vit un chagrin d'amour. Et cette souffrance aussi lui inspire une chanson qu'il commande cette fois à Pierre Delanoë.
À ce moment-là, il était en pleine romance avec une fille qui s'appelait Georgia. Et il revenait de Grèce, où ils avaient plus ou moins rompu. Enfin, il y avait des histoires épouvantables, dramatiques. Un jour, il me dit je veux absolument que tu m'écrives une chanson qui immortalise notre amour. Alors je lui dis écoute, d'accord, je suis là pour ça, moi. Combien tu me payes? Et j'ai écrit Gloria parce que j'ai pas voulu mettre Georgia. D'abord, je crois pas que Ray Charles l'avait déjà écrit. Georgia, j'en sais rien. Et puis d'autre part, je voulais pas que ça soit le même prénom. Alors on a écrit cette chanson d'amour qui a été un énorme succès d'ailleurs. À ma grande surprise, je trouvais ça très mauvais moi. J'aimais pas du tout. Moi, je trouvais ça plat, banal. Enfin, ça a bien marché, tant mieux. Après son agression et son chagrin d'amour, Michel Polnareff vit un nouveau traumatisme à la rentrée 1970. Le 11 septembre, comme tous les fidèles d'Europe 1, il est sous le choc. Europe Soir est dirigé par Georges Leroy. Avant toute chose, avant les informations, c'est Maurice Siegel, le directeur général d'Europe numéro 1, qui est là et qui vient vous parler de sa peine, de la nôtre, de Lucien Maurice, qui n'est plus Maurice Siegel. Alors, je vous jure que je n'ai personnellement aucune envie d'être devant ce micro ce soir. Mais je crois que si je n'étais pas là, les gens de cette maison, mes amis ici, les amis de Lucien, ne le pardonneraient pas. C'est pour nous, les mots, vous savez, sont les mots, pour nous un drame épouvantable. Pas pour moi uniquement, mais je veux dire pour toute cette maison. Et, je sais pas, enfin, j'ai l'impression que toute Europe est drapée de noir, de deuil aujourd'hui. Et quand je vois la tête de mes amis, de ceux qui travaillent avec nous, je vois combien chacun ressent profondément cette douleur qui nous frappe. Il y avait du temps de grand-maman, des fleurs qui poussaient dans son jardin. Le temps a passé, seul restent les pensées, et dans tes mains il ne reste plus rien. Qui a tué grand-maman? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps de passer le temps? La 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 la. Le suicide de Lucien Maurice, qui avait lancé la carrière de Michel Polnareff en 1966, aggrave la santé mentale du chanteur. Une fois de plus, Polnareff veut traduire sa détresse en musique. Pour rendre hommage à son ami et mentor, il écrit « Qui a tué grand-maman ?» Encore une chanson, dit-il, qui lui serait tombée tout cuit dans le bec. J'étais très très frappé par la mort de Lucien Maurice et j'ai écrit cette chanson pour lui. Mais je sais que c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est difficile à expliquer. Mais il y avait des musiques dictées, il y a des musiques que après je me dis mais c'est pas possible, c'est pas moi qui l'ai faite et je sais que c'est pas moi qui l'ai faite. C'est personne d'autre, ça n'a pas existé avant, mais je sais que c'est dicté, c'est difficile à expliquer. C'est la même chose que l'inconnu, c'est la même chose que l'angoisse, ça fait partie de ce même monde, l'inconnu. Qui a tué grand-maman? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps de passer le temps? La 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 la. Il y a des musiques qui, à mon avis, sont dictées. Il y en a une qui s'appelle Qui a tué grand-maman qui est pour moi dictée. Après cette année 1970 très éprouvante pour lui, Michel Polnareff cabote de déprime en cure de sommeil et s'octroie un break forcé. Quand il revient quelques mois plus tard, il n'est plus brun avec une chevelure souple, mais blond, décoloré, avec une crinière permanentée. Est-ce qu'on vous a dit que vous ressemblez à Bonaparte? Ah oui, je ressemble à beaucoup de gens, décidément. D'ailleurs, j'emporte toujours mon pont d'Arcole avec moi. L'allure que vous avez en ce moment, vous l'avez voulu, cette allure-là, vous l'avez travaillée. Je ne sais pas d'abord quelle allure j'ai, et en plus, l'allure que j'ai, je l'ai depuis que je suis né. C'est une question de morphologie, je ne peux rien y faire. Évidemment, il y a des questions de coiffure, les lunettes, vous me direz, je pourrais avoir des lunettes plus normales, plus classiques, mais elles ne me plaisent pas, alors je les porte pas. Vous avez un côté petite fille modèle qui d'un seul coup serait plus modèle.
Écoutez, je préférerais plutôt avoir un côté petit garçon modèle, personnellement. Mais ce qui symbolise aussi le nouveau look de Michel Polnareff, ce sont ses lunettes de soleil blanches à épaisse monture qu'il achète chez l'opticien Pierre Marly, à 100 mètres des locaux d'Europe 1. Ces lunettes deviendront sa marque de fabrique, sa signature. Sa myopie était un complexe, elle fera finalement sa force. Et pourquoi les lunettes? Pour faire bien, pour l'image de marque, pour avoir un signe distinctif? Non, je porte des lunettes tout simplement parce que je suis myope et je crois que c'est une raison suffisante. Je suis très très myope et sans mes lunettes, je tombe tous les 2 mètres. Et donc, comme j'ai pas envie de tomber tous les 2 mètres, je porte des lunettes, c'est très simple. Les critiques l'encensent, le public achète ses disques en masse, mais le surdoué Polnareff dérange. Il enchaîne à la fois les tubes et les scandales. Trop génial peut-être? Ou trop libre? Dans l'hôtel particulier qu'il s'achète à Neuilly, il se murmure qu'il fait de la moto dans le salon et qu'il tire au pistolet. Dans les couloirs en motocyclette, c'est vrai ou pas vrai ça? Ah oui, ça c'était vrai. C'est vrai ça? Oui, ça c'était vrai, ça fait partie du grain. Vous roulez vraiment en motocyclette dans votre couloir d'appartement? Oui. Et ce qui était très difficile, c'était pour les demi-tours, parce que c'était une grosse moto et je tirais, c'était à coups de revolver dans les murs pour les abattre. Il y avait des travaux à faire. Et si je devais abattre les murs, je tirais dedans. Vous aimez les armes à feu? Les armes à feu? Bah non, vous savez, je vais vous dire quelque chose, parce que je me rappelle maintenant cette histoire. C'est pas moi qui ai commencé. C'est le voisin qui était au-dessus, qui était encore plus fou que moi. Vous êtes venu un jour chez moi et vous connaissez cette pièce où j'avais mon orgue et une sorte de verrière au-dessus. Et il me tirait à coups de feu dessus lorsque je jouais de l'orgue. Vers quelle heure? Vers 4h du matin. Oui. Et donc j'ai trouvé qu'il était absolument injuste de recevoir... Alors on se répondait, c'est tout. Durant cette période très prolifique, Michel Polnareff compose également pour le cinéma. Preuve de l'étendue de son talent, il s'adapte à tous les univers. J'adore faire ça parce que c'est facile pour moi. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire ça qu'une chanson qui dure 3 minutes. Je veux dire, une chanson, il faut raconter toute une vie en 3 minutes. En fait, quelque part, on redit « je t'aime » de la 300 millième façon. Pose également pour le cinéma. Preuve de l'étendue de son talent, il s'adapte à tous les univers. Musique 15, 6e fois. 1, 2, 3, 4. Il peut composer, par exemple, une chanson déchirante pour Nadine Trintignant, lorsque la réalisatrice adapte au cinéma un drame qu'elle a personnellement vécu en 1970, la mort d'un de ses enfants. Il peut aussi lorgner vers la comédie pure. Le roi du box-office Gérard Houry fait appel à lui pour la musique de La Folie des Grandeurs, adaptation libre et comique de Ruy Blas de Victor Hugo, qui doit être le nouveau carton du géant du rire Louis de Funès. Le 17 avril 1971, à la veille du début du tournage, il vient présenter à la télévision la première mouture de son travail à Jacques Chancel. Il y a des musiques que j'ai composées maintenant, il y en a d'autres que je composerai ensuite en voyant les images, mais celles-là sont faites pour que Gérard Houry tourne dessus. On y va? Alors d'abord, ouais. Je crois qu'il y a un striptease assez cocasse, sans doute, Oui. d'Alice Sapritch. Oui. Alors quelle est la musique pour elle? La musique, ça donne à peu près ça. Langoureux, très langoureux. Sapritch se déshabille, là, vraiment. Ah, c'est ce qu'on m'a dit. oui, elle se déshabille. C'est un grand moment de ce film. Hein. Oui, j'espère, oui. Mi amor, mi tesoro, mi ombre. Alice Sapritch, on m'a dit que vous vous déshabillez dans le film. Oh. Est-ce que les enfants peuvent quand même voir ce film? Ah oui, absolument. C'est le premier striptease pour enfants, jamais tourné.
Mais c'est aussi et surtout la musique du générique de La Folie des Grandeurs que Polnareff compose en découvrant les premières images du film qui marquent les esprits. Tout en s'inspirant de l'univers de son groupe préféré, les Shadows, l'artiste convoque aussi l'esprit d'Ennio Morricone. Le résultat est bluffant. Au moment de la sortie du film, en décembre 1971, Louis de Funès couvre d'éloges le travail de Polnareff qu'il trouve remarquable. Mais il est aussi en colère, car il ne comprend pas pourquoi ce n'est pas sorti en disque. Je voulais dire quelque chose quand même, que la musique de Polnareff est une musique formidable pour ce film fantastique. C'est incroyable que la production n'ait pas encore sorti ce disque qui aurait dû paraître, si, le disque du film qui aurait dû paraître au moins 15 jours avant. Il devrait être en vente dans les cinémas et tout le monde l'achèterait tellement la musique est splendide. Et je tiens à le dire. Et puis là je me mets vraiment en rogne. Voilà. Michel Polnareff a un bon agent de publicité. Hein. Ah bon sang. Quand commence l'année 1972, Michel Polnareff est l'un des artistes français les plus en vue. L'un des plus torturés aussi. Il a peur de la solitude, mais il pense que la routine tue l'amour. Il recherche toujours l'amour parfait, mais il dit aussi le redouter. Il regrette d'être toujours un grand enfant, mais il ne veut pas devenir adulte, par peur de ne plus créer. Michel Polnareff pense aussi être l'une des preuves de la décadence. D'ailleurs, en 1972, le postérieur de Michel Polnareff apparaît sur des milliers de murs de la capitale. Sur l'affiche de son prochain concert à l'Olympia, Polna Révolution, le chanteur apparaît de dos, les fesses à l'air, et ose ajouter « Je monte mon cul mais je chante avec ma bouche ». Le 6 octobre 1972, les premiers spectateurs de Polna Révolution semblent apprécier le spectacle, qui est un véritable show plus qu'un immense tour de chant. En 6 ans de carrière, Polnareff est devenu une véritable bête de scène. Oh bah ça c'est ridicule, quand on a un talent comme il a, on n'a pas besoin de s'amuser à faire des bêtises pareilles. Ça me dérange absolument pas. Alors là, au contraire, je suis pour. Moi j'aime beaucoup. Pas vu parce que je regarde, il n'a pas vu. On avait le piano devant nous, alors on n'a pas vu. Alors c'était le piano ou les fesses. Alors nous avions le piano. Moi je trouve ça drôle, je trouve ça original finalement. Je vois aucun inconvénient. Il a fait un super effort et c'est vachement bien. Moi, je trouve ça vraiment très drôle. Il a eu raison de le faire. C'est tout à fait lui, de toute façon. Ça correspond bien à son caractère. Je le trouve très coloré. Il y a une certaine recherche. Moi, je trouve que c'était bien. Après cette série de concerts à l'Olympia, Michel Polnareff comparaît devant la première chambre du tribunal de police de Paris pour avoir fait exposer sur la voie publique des affiches contraires à la décence. Mais il m'a demandé très exactement si d'abord il s'agissait de mes propres fesses, parce qu'il voulait savoir s'il s'agissait d'un montage, ou auquel cas il faudrait également qu'il interroge la personne à qui appartenaient ces fesses. Enfin, comme ce sont les miennes, je suis la seule personne responsable, et j'ai expliqué que je l'avais fait dans un but souriant, parce que je trouve qu'actuellement en France on rit pas beaucoup, et je trouve que finalement mes fesses sont quelquefois plus drôles à voir que la tête de certains autres. J'ai toujours dit j'ai fait cette affiche parce que je voulais qu'on en parle. Là-dessus, j'ai parfaitement réussi. Disons qu'aujourd'hui, le procès m'aide encore plus, puisqu'à nouveau, on en reparle. Mais disons que je n'ai jamais fait quelque chose qui était pour moi contraire à la décence, puisque n'ayant pas moi-même la définition de la décence, je ne vois pas exactement ce qui est contraire ou ne l'est pas. Tout à l'heure, le président du tribunal vous a dit est-ce que vous avez voulu faire une agression ou vous avez voulu faire un canular? J'ai voulu faire un canular, et je trouvais évidemment que le fait de simplement poser nu n'en était pas un, puisque ça avait déjà été fait. C'est pour ça que j'ai rajouté divers ustensiles pour en faire vraiment un canular. C'est pas du tout une agression. Vous avez donc répondu au président que vous avez voulu faire un canular, et lui vous a dit est-ce que vous croyez que vous avez fait rire? Alors moi, là-dessus, je réponds que oui. J'en suis absolument certain, parce que je sais bien que je suis bien placé pour connaître les réactions du public. Je sais très bien lorsque je fais des erreurs, mais là, en l'occurrence, j'ai bêtement réussi mon coup, et j'en suis content comme un jeune collégien qui a fait une farce. Je n'ai pas eu une réflexion désagréable à propos de cette affiche. Finalement, quelles sont vos impressions d'audience, Michel Polnareff? J'étais personnellement très agréablement frappé, disons, par je trouve le manque d'agressivité,
du procureur et de l'ensemble du tribunal. Si une sanction très très grave était prise à mon encontre, c'est-à-dire sanction grave, c'est évidemment le maximum, ce qui fait une somme de 360 millions, je serais très très ennuyé, et d'ailleurs tellement ennuyé que je quitterais la France à l'instant même. Pour la bonne raison, c'est que je ne pourrais pas y faire face. Mais pour en revenir à votre canular, vous êtes prêt à faire un autre canular qui va aussi un peu contre la loi? Là, en ce moment, je dois dire que ça me démange vraiment, je dois le reconnaître. Mais vous allez faire quelque chose? Non, j'en sais rien à vrai dire, parce que quand même, je crois que finalement, ce qu'on me demande le plus, c'est de faire de la musique, et je crois que c'est ça le plus important. En décembre 1972, Michel Polnareff est condamné pour l'exhibition de ses fesses à 6 000 amendes de 10 francs, une par affiche. Une amende largement amortie par les recettes de ses concerts à l'Olympia. Mais malgré ses succès à répétition, Michel Polnareff se retrouve l'année suivante avec un déficit bancaire de plusieurs millions de francs. En réalité, l'artiste, qui ne s'occupe pas lui-même de ses comptes, a été escroqué par son homme de confiance. Le voilà contraint de rembourser plus de 5 millions de francs au fisc. L'administration française ne reconnaîtra sa bonne foi qu'à la fin des années 80. En attendant, il est ruiné. Et il traverse une nouvelle dépression, marquée également par le décès de sa maman. Pour changer de vie et pour se faire oublier du fisc, il prend une décision radicale, il s'exile aux États-Unis. Polnareff part au sommet de sa gloire, il part à contre-cœur, lui qui aime énormément la France. Je suis parti aux États-Unis parce que j'avais des problèmes avec l'administration des impôts, qui a mis pas mal d'années à réaliser que j'étais victime d'une escroquerie. Et je pensais que c'était mieux pour moi de partir aux États-Unis, et quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps de toute façon, parce que j'avais envie de progresser dans la musique, j'avais envie de découvrir l'univers musical américain. Mais j'ai jamais cessé d'être français, je le suis toujours et ravi de l'être. C'est dur, mais en même temps, dira-t-il, ça m'a obligé à voir le monde, à atteindre une dimension plus grande. Dans la vie de Michel Polnareff, il y a clairement un avant et un après ce départ aux États-Unis. Polnareff va désormais prendre le temps. Ses apparitions se feront plus rares, mais son roman continue. Épisode 3, Il était une fois, toi et moi. Vous avez véritablement l'intention de quitter la France? Les tendances de la musique française me poussent à partir pour un pays où la musique ressemble plus à ce que je fais, c'est-à-dire aux États-Unis. Qu'est-ce que vous reprochez précisément à la chanson française, par exemple? Oh, je reproche rien de spécial à la musique française. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a une impossibilité actuellement d'évoluer. Et si, par exemple, je suis actuellement les chemins qu'elle présente, moi, j'ai l'impression de tricher parce que ça ne correspond plus du tout à ce que j'aime. Donc, je n'ai jamais triché. J'ai toujours fait ce que j'aimais au moment où je l'ai fait. Mon dernier disque, I Love You Because, est très très mauvais. C'est le commencement pour moi, disons, d'un nouveau tournant. Pourquoi vous l'avez sorti s'il est très mauvais? Parce que je me suis rendu compte qu'il était mauvais après l'avoir sorti. En 1973, les problèmes fiscaux de Michel Polnareff le poussent à s'exiler aux États-Unis. Il était déjà une légende, il va devenir un mythe. J'ai eu quelque part, et je n'ai quand même pas félicité le mec qui m'a escroqué, mais disons qu'il m'a quand même donné presque une obligation de partir de mon propre pays, puisque je ne pouvais pas faire face à mes ennuis financiers. Donc je suis parti, j'ai découvert l'Amérique. En fait, c'était formidable de devenir inconnu. Dans son nouveau pays, Polnareff continue de créer, insatiable. Il écrit des chansons et compose toujours pour le cinéma. Premier constat, même aux États-Unis, ses notes font des ravages. La musique du film Lipstick, pétillante et brillante partition disco écrite en 1976, est un nouveau succès. J'ai choisi les États-Unis parce que quand on part, il fallait que je parte. Maintenant, j'avais le choix effectivement où est-ce que j'allais aller. J'ai choisi les Américains. Pour des raisons musicales peut-être aussi. Exactement, parce que j'ai toujours été très influencé par la musique américaine. Je le suis toujours, mais maintenant sur place. Et disons qu'il y avait deux pays qui m'intéressaient, c'était l'Angleterre et les États-Unis. Maintenant, je me suis établi à Los Angeles, c'était surtout en fonction du climat. Et du climat musical. Du climat musical et puis du climat. Et du climat. Et du soleil. Ouais. Oui. Bon, et alors... Donc effectivement, oui, j'avais décidé de faire une carrière aux États-Unis. Et puis,
J'ai appris assez vite qu'il faut jamais trop idéaliser, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus penser qu'en Amérique tout est extraordinaire. J'ai découvert là-bas, tout est grand là-bas, tout est beaucoup plus grand, c'est-à-dire que les gens fantastiques sont très fantastiques et les gens pas bien sont pas bien du tout, parce que tout est multiplié dans les deux sens. Ça prend un certain temps, disons, à faire la différence, et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même vraiment bête de partir de France. J'étais vraiment content de partir, parce que ça me permettait d'un coup d'être dans la rue comme n'importe qui, d'aller faire mon marché, aller dans les supermarchés, de vivre la vie américaine, disons, en tant qu'individuel, et non pas en tant que quelqu'un qu'on reconnaît. L'exil américain ne fait pas totalement disparaître Michel Polnareff, qui revient épisodiquement en France, notamment pour participer aux émissions de variété à la télévision. Mais cette présence en pointillé accentue son mystère. Et pour durer dans le métier, rien de tel que d'être mystérieux. En fait, le public français ne veut pas ou ne peut pas l'oublier. Les médias non plus. Le marginal et génial Polnareff semble être tout simplement indispensable. D'ailleurs, la France lui manque. Et pour compenser ce manque, Polnareff mange. Il dévore même. Et prend du poids. Fini l'époque de la silhouette svelte et entretenue. Fini l'époque où il répondait aux interviews torse nu. « J'avais envie de devenir gros, dit-il. J'ai beaucoup d'amis qui sont des athlètes de haut niveau. Quand ils abandonnent la compétition, ils ont une sorte de bonheur à se laisser aller. J'ai fait comme eux. » Dans le même temps, le chanteur devient le meilleur client des psychologues. J'ai passé des périodes un petit peu difficiles et donc j'ai voulu un peu creuser, voir comment disons, se débarrasser de certaines phobies ou de certaines choses, etc. Parce que quand on se met dans la création c'est quelque chose de dangereux. Hein. Alors, j'utilise pas de drogue. J'ai fumé de l'herbe dans les années 60, etc. Mais jamais été plus loin, parce qu'en fait, ça me fait peur. J'aime bien être en contrôle de moi-même. Donc, oui, j'ai eu effectivement des rencontres très intéressantes. Parce que je voulais apprendre l'auto-hypnose, enfin des choses comme ça, et j'avais envie d'avoir des guides. En 1977, Michel Polnareff demande à Jean-Loup Dabadi de l'aider à mettre au point une chanson en forme de lettre. Une lettre qui s'adresserait à la France et qui serait le titre phare de son prochain album, le premier depuis le début de son exil. En ce qui concerne Lettre à France, l'idée des paroles est venue de moi, mais j'ai cherché un thème qui se rapportait à la situation géographique et historique de Michel Polnareff à ce moment-là. Car, en exil depuis longtemps, dans son Amérique, il avait décidé de revenir faire une grande rentrée à l'Olympia, ça devait être l'Olympia à ce moment-là, et il voulait lancer ce que j'appelais une bouteille à la mer, c'est-à-dire nous envoyer 2 titres, et puis de voir d'abord la tête que vous, à Europe et ailleurs, vous alliez faire, et le succès ou l'insuccès qu'il allait rencontrer, et à partir de ce moment-là, lui, restant dans sa tour jumelle de Babel, si j'ose dire, là-bas, il aurait pu, si on s'était planté, soit dire, bon, décidément, les Français sont restés très décevants, comme il avait dit en partant, soit revenir en décidant de faire ou une tournée, ou enfin en tout cas faire un disque, ce qu'il a fait d'ailleurs après. Alors il m'a envoyé par le truchement de quelqu'un de l'équipe de Daniel Philippaki qui était allé le voir là-bas, il m'a envoyé une cassette. Et sur ces 2 musiques qu'il m'a envoyées, il y avait cette musique absolument d'une telle émotion, d'une telle beauté, que je peux dire que pour une fois, j'ai presque tout de suite, contrairement à tant de situations où je me suis trouvé, où je cherche quelquefois interminablement et quelquefois sans succès, là j'ai trouvé assez vite parce que ça m'intéressait de lui faire écrire une lettre à son pays comme à une femme, en lui disant que cette femme, c'est-à-dire son pays, lui manquait et que ça ne tenait qu'à elle qu'il revienne. Comme loin de moi, et je pense à toi là-bas. Oui, j'ai le mal de toi parfois, même si je ne le dis pas, je pense à toi tout bas.
4e au hit-parade en août 1977, Lettre à France confirme que Michel Polnareff est toujours en pole position dans le cœur des Français. Mais l'album Coucou me revoilou ne plaît pas à Polnareff, qui ne s'en dit pas très fier. De toute façon, il n'est pas l'heure de pavoiser. En octobre 1978, le tribunal correctionnel de Paris condamne l'artiste à 6 mois de prison avec sursis et 5 000 francs d'amende. La justice estime que l'artiste n'aurait pas dû faire confiance à son secrétaire particulier pour ses contrôles fiscaux. Après sa condamnation, Michel Polnareff s'amuse à se faire disparaître pour de bon. Est-ce dû à ses démêlés avec la justice? Est-ce là une nouvelle preuve de son amour du jeu? En 1980, il retrouve Michel Colombier, le producteur de Coucou me revoilou. Les deux amis s'installent dans une maison en Californie et travaillent sur un album mêlant le funk le plus sexy au jazz le plus barré et au rock le plus sucré qui soit. Un album que les deux Michel signent sous les pseudos de Michael Dove et Max Flash, un album récréatif et libre de toute pression commerciale. Pour les accompagner, Polnareff et Colombier recrutent les collaborateurs d'un vieux copain, Quincy Jones. Cette œuvre folle et fascinante, ponctuée de solos de clavier ahurissants signés Polnareff, passe honteusement inaperçue à sa sortie. Ça parle en couleur et ça fait du show. Ça joue les chanteurs radio. Si tu veux la mer. Mais cet échec est totalement éclipsé par le succès de l'album suivant, Bulle, totalement en phase avec le son de son époque et vendu à 800 000 exemplaires. Je veux partir, voilà venir un homme presto, avec rien sur la peau, je veux du tan 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 tan. Les années 80 sont pourtant celles d'un nouveau retranchement. Polnareff est revenu en France, mais il vit caché. Au milieu des années 80, il occupe un bungalow dans les jardins du manoir de Chaubuisson en Seine-et-Marne. L'artiste se lie même d'amitié avec les propriétaires qui le nourrissent et le blanchissent. Polnareff se concentre sur l'essentiel, ses parties de tennis l'après-midi et l'écriture de nouvelles chansons la nuit. C'est ici, à Fontenay-Tressigny, commune de 8200 habitants, que naît dans son esprit en perpétuelle ébullition la chanson Goodbye Marilou. Après les années bungalow, Polnareff crée l'événement. Il signe avec Sony Music et revient vivre à Paris pour la première fois depuis le début des années 70. C'est alors le début d'une période qu'il nomme lui-même sa période bleue. C'est dans un palace du 8e arrondissement, le Royal Monceau, qu'il pose ses valises pour y enregistrer son 9e album studio, Kamasutra, dans lequel apparaîtra la chanson Goodbye Marilou. Oui, c'est absolument vrai parce que j'ai cherché une situation dans un studio d'enregistrement conventionnel pour, disons, créer 24 heures sur 24 le disque que je viens de sortir. Et je n'ai pas trouvé une situation, disons, qui me convienne, une situation conventionnelle qui me plaise. Et comme j'ai un certain goût pour les choses différentes, j'ai donc décidé de transformer l'hôtel en espèce de studio modèle. Michel Polnareff restera confiné au Royal Monceau pendant plus de 2 ans. 800 nuits précisément, sans quasiment jamais en sortir. Quand vous vous enfermez, Michel, pour créer, vous êtes complètement coupé du monde?
Ou vous gardez une lucarne ouverte sur ce qui se passe à l'extérieur? Bon, je regarde la télé, surtout les informations. J'ai toujours un téléphone avec moi qui me permet de communiquer avec le monde extérieur, mais disons que je me protège et je protège ce que je fais effectivement en m'enfermant. C'est un métier un peu à haut risque, d'ailleurs, ça peut être dangereux. Pensez vraiment que le voyage dans la tête, c'est le plus beau des voyages, parce que, au fond, vous voyagez en chambre, vous tournez autour de votre univers intérieur. Oui, je pense que c'est un beau voyage. Le seul truc qui est... il faut faire attention, c'est qu'il y a un billet retour, quand même. C'est un peu le danger, parce que bon, quand on fait ce genre d'expérience, disons, c'est un peu de la spéléologie urbaine. Hein. La nuit, vous sortez de temps en temps dans Paris? Non, pas du tout. J'avais envie de faire un disque qui soit en langue française, que je puisse parler avec des gens en langue française, mais en même temps sans rentrer, disons, dans le côté parisien de la langue française et de sortir et de commencer à me diversifier dans les diverses boîtes de nuit et restaurants à la mode. Disons que j'étais à l'hôtel sans sortir dans Paris, disons. Puisque vous ne sortez pas, est-ce que vous regardez des cassettes vidéo dans votre chambre? Oui, bien sûr. En principe, je regarde des films qui sont soit sur la chaîne de l'hôtel, soit des cassettes qu'on m'amène. J'aime beaucoup la science-fiction, j'aime beaucoup tout ce qui est aventure aussi. Ses problèmes de cataracte s'aggravant, Michel Polnareff est quasiment aveugle au moment de la conception de ce nouvel opus, dont la fabrication, justement, est tout sauf claire. Quand la poussière aura effacé nos pas, que la lumière ne viendra plus d'en bas, ceux qui viendront visiter notre ici-bas ne comprendront pas ce qu'on faisait là, mais ça ira. Les ingénieurs du son font les prises de voix la nuit, dans le bar de l'hôtel, où Polnareff aime noyer sa mélancolie dans la vodka. Les musiciens, eux, enregistrent simultanément dans 3 studios. Polnareff dirige les cordes à distance par téléphone depuis le Royal Monceau. Même voix claire que jadis et même mélodie gracieuse. Malgré cette conception ubuesque, le disque est applaudi par les critiques et plébiscité par le public. Immortel Polnareff. En février 1990, date de la sortie de l'album, Michel Polnareff reçoit Europe 1 au bar de son palace. S'il se fait de plus en plus rare en télévision, il ne dit pas non à Maryse Gildas et à Jean Amadou. Ce matin, c'est Michel Polnareff, notre invité, ça en étonne plus d'un, parce que c'est vrai qu'il donne rarement des interviews, et il a eu la gentillesse de nous recevoir dans un grand hôtel parisien, côté de l'Étoile, pour ne rien vous cacher. Bonjour Michel, et merci, parce que c'est tellement rare de vous entendre. Alors, si je vous dis d'entrée que vous nous manquez, qu'est-ce que vous allez nous répondre? Je pense que je manque d'une façon un peu spéciale en étant là, disons. Donc peut-être que je manquais, j'espère que je manque plus. Ces fameuses lunettes, vous ne les enlevez jamais, même pour dormir? C'est pour regarder les autres, parce que moi je suis très myope, j'ai besoin de lunettes, et il se trouve que ces lunettes sont celles que j'ai choisies et que je garde parce que j'y suis habitué, elles me sont vissées dessus. Moi qui vous ai connu il y a 15 ans, vous aviez déjà les mêmes lunettes, quelle fidélité. Alors aucune envie de changer de forme. Hein. Je suis au-dessus, des fois j'ai envie de balancer le tout, ici. Polnareff vit reclus au Royal Monceau et soigne son image. Est-ce parce qu'il a encore pris du poids et qu'il s'est laissé pousser la barbe? Dans ses derniers clips, tout comme sur la pochette du disque, seuls apparaissent son ombre et ses symboliques lunettes. Le tout dans une ambiance onirique teintée de bleu. Lorsque Michel Polnareff sort enfin de sa prison dorée, il a 2 priorités. Tout d'abord, ses yeux. En octobre 1994, il finit par consentir à se faire opérer de sa double cataracte brune. Après l'opération, qui l'accompagne de plusieurs séances d'hypnothérapie, Polnareff recouvre complètement la vue. Le jour où il a enfin pu revoir convenablement, un ami l'emmène faire un tour en voiture dans Paris. Le soir de votre sortie de la clinique, il y avait une extraordinaire Pontiac Firebird qui vous attendait, garée devant la clinique, pour vous faire découvrir, alors cette fois-ci, Paris by Night illuminé comme jamais vous ne l'aviez vu, donc avec des yeux tout neufs. Qui était au volant? Vincent Perrault, que j'adore, qui avait donc cette voiture. Bon, c'était extraordinaire parce que j'ai découvert des couleurs que je n'avais jamais vues avant. Parce que cette opération m'a permis tout à coup de recouvrer la vue. Après sa période bleue, Michel Polnareff tente aussi de se réconcilier avec son père,
lui qui a quitté le domicile familial en claquant la porte. J'ai découvert plus tard qu'il avait gardé toutes les coupures de presse, toutes les choses qui me concernaient en fait. Je crois qu'il était devenu fan, mais un fan honteux, planqué. Et en même temps, devant moi, il disait ça marche plus du tout, on t'entend plus. Il vous disait ce genre de choses. Oui, on t'entend plus, etc. J'ai dit mais t'écoutes quoi comme radio? Alors c'était quelque chose de style France Info. Je dis bon, ça me paraît normal qu'on m'entende pas sur ces radios-là. Mais je pense qu'en fait, il était à la fois fier et jaloux, mais montrait une ambivalence évidente. Une fois passé le cap de la cinquantaine, Polnareff réduit la voilure et baisse considérablement son volume de production. Dans le courant des années 90, il disparaît même de nouveau en Californie. Il disparaît pour mieux réapparaître sur Internet. Sur quoi? Internet? C'est nouveau, ça vient de sortir. En 1996, quand Polnareff ouvre son propre site sur lequel il se surnomme lui-même l'Amiral, seuls quelques milliers de Français sont connectés au web. Toujours un coup d'avance. J'ai ce public avec qui j'ai des rapports formidables à travers les réseaux sociaux. J'adore cette communication et c'est quand même formidable d'avoir tout ce monde qui vous attend et qui a besoin de vous, comme moi j'ai besoin d'eux. On est vraiment devenu une espèce de grande famille, il y a une communion absolument extraordinaire. L'Amiral est présent sur le web, mais dans le monde réel, il se fait désirer. Michel Polnareff a toujours eu horreur de la routine, de l'ordinaire. Pour sortir de sa tanière, il lui faut du géant, de l'incroyable, du gigantesque. Et pourquoi pas une série de concerts? Ok, mais alors une série exceptionnelle. Si un concert ressemble plus ou moins à ce qu'on écoute sur un disque, je vois vraiment pas l'intérêt de se déplacer. En 2007, après 34 ans d'absence sur scène, Michel Polnareff prévoit 6 concerts. 6 seulement? Ce soir, Polnareff retrouvailles, nouvel épisode. En voyant les ventes exploser, son équipe rajoute 54 dates, dont 4 au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Le truc qui est étonnant en fait dans ce retour, que moi j'appelle des retrouvailles, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a plus des 2/3 du public qui en fait ne m'ont jamais vu. Et je crois qu'en fait, ils ont d'abord été surpris parce qu'il y a eu tellement de bruit qui ont couru que j'allais pas venir, que le truc était bidon, que je crois que finalement les gens étaient étonnés de voir que j'étais vraiment là. Au total, 1 million de fans viennent l'applaudir, parmi lesquels son ami et ancien parolier Jean-Loup Dabadi. J'ai trouvé ça franchement éblouissant, étourdissant. Je suis en admiration. Je suis dans ce palais Omnisport, KO debout. Je vous le dis franchement, on était dans une attente immense, après une absence immense. Et 34 ans après, cette façon dont il a dirigé son orchestre de 17 000 personnes, dont il a attiré sur lui tant d'amour, tant de regards, tant de gestes, qu'il a chanté j'ai vraiment la sensation d'avoir vu un des plus grands artistes de notre temps. Quand je pense que certains, notamment de ses confrères, s'inquiétaient, entre guillemets, de sa voix, de sa forme physique, artistique et vocale, eh bien, je pense qu'ils peuvent être rassurés ce soir. Après ce retour triomphal, le nouveau président de la République, Nicolas Sarkozy, propose à Michel Polnareff d'être la vedette d'un concert géant et gratuit sur la pelouse du Champ de Mars le jour de la fête nationale. Je suis complètement apolitique, mais le président de la République m'invitant à chanter pour le 14 juillet, je crois vraiment que ça ne peut pas se refuser. Le 14 juillet 2007, sur la pelouse du Champ de Mars, la voix de Michel Polnareff envoûte plus d'1 million de personnes. Ce jour-là, c'est à peine s'il n'a pas réussi à faire décoller la Tour Eiffel. Oui, c'était assez extraordinaire. Donc, non, c'est inoubliable. J'espère que ça l'est pour ceux qui étaient là aussi. Comment vous l'avez vécu d'ailleurs, quand vous êtes entré sur cette scène? J'ai eu un petit problème parce que la scène était tellement haute que j'avais du mal à m'approcher de... Je veux dire, le premier rang, c'était vraiment des fourmis, c'était tout petit, c'était vraiment impressionnant. J'avais l'impression d'être un alpiniste en perdition. Avec Michel Polnareff, tout est énorme, insensé. En 2011, Michel Polnareff est papa, pour la première fois. Mais avec lui, il fallait forcément que cette naissance soit romanesque.
On l'a appris cette nuit sur Facebook, le Polna bébé n'est pas de Michel Polnareff. Non, et c'est le chanteur lui-même qui l'a annoncé sur le réseau social, donc Facebook, comme il avait d'ailleurs annoncé la naissance de son enfant fin décembre et son prénom, Volodia, quelques jours plus tard. Mais cette fois, mauvaise nouvelle, 2 messages dans la nuit. Le premier pour dire que son bébé n'est pas de lui, la maman lui a avoué, puis le test ADN aussi d'ailleurs. Et le second pour dire qu'elle a disparu, la maman, qu'elle est partie avec le petit. Immense tristesse, écrit Michel Polnareff, qui avait raconté la naissance à Marc-Olivier Fogiel le 3 janvier dernier sur Europe 1. Le nouveau papa, il va très très bien, il est ravi, une énorme émotion. On avait décidé de ne pas le faire à l'hôpital. On avait envie de le faire d'une façon un petit peu symbolique, de faire naître en fait l'enfant dans l'eau, puis je me suis retrouvé dans la position d'accoucher mon fils. Un jour, je pourrais lui dire que quelque part, Daniela l'a porté pendant tellement de temps, mais que quelque part, je lui ai donné la vie. La maman est franco-ivoirienne, vous habitez dans le pays métissé de Barack Obama. Le bébé, c'est un petit métis? Quand il est arrivé, il était très très rose. Il est toujours très rose, mais il est blanc. En apprenant qu'il n'est pas le père de Luca, Michel Polnareff quitte sa compagne Daniela. Pas pour longtemps. Quand Daniela lui assure qu'elle ne l'a pas trompé, mais qu'elle a fait appel à un donneur anonyme pour réaliser leur rêve d'avoir un enfant, Polna se ravise. Luca apparaît même sur scène 10 ans plus tard, lors de la tournée suivante de son père. À près de 80 ans, Michel Polnareff apparaît fatigué. Sa silhouette se tasse, mais la voix est toujours là. On sent quelques fragilités vocales en 2016 également, lors de sa nouvelle tournée de concerts, mais elles sont dues très certainement à l'émotion et à la présence de Luca, qui le rejoint au moment où il chante Lettre à France a cappella. Le 10e album studio de Polnareff, enfin, est plutôt un échec. Mais que doit-il encore prouver? De toute façon, la montagne Polnareff est là. Et une montagne, ça ne disparaît pas. Le chanteur n'a jamais semblé aussi apaisé que ces dernières années. Après des décennies de scandales, de cures de sommeil, de déprimes, d'excès, d'exil, de confinements forcés, de procès, de contrôles fiscaux, de critiques, d'insultes ou même d'agressions, le voilà enfin serein. Le 11e album de Michel Polnareff est sorti en février 2025. 11e et dernier? En tout cas, c'est lui qui l'assure, la tournée qui suit cette sortie sera la dernière. Et son passage à l'Accor Arena, ex-Bercy, le 14 juin, devrait également être son tout dernier concert à Paris. 59 ans après le premier, à l'Olympia, lors d'un musicorama retransmis à l'époque en direct sur Europe 1. Et voici l'un des héros de cette fête, celui qu'on voit pour la première fois sur scène, et qui a déjà conquis tant de sympathie, suscité tant d'enthousiasme, Michel Polnareff. Il apparaît à son piano, ce qui n'étonne qu'à moitié tous ceux qui savent quel excellent musicien il est. Michel Polnareff. Je voudrais savoir, c'est simple ou c'est très compliqué d'être Polnareff? Alors, c'est un mélange, hein. C'est un mélange, parce que je dis toujours, il y a Michel et puis il y a Polnareff. Moi, je me sens Michel tout le temps, et puis je suis ressenti comme Polnareff par les autres, ceux qui me connaissent pas, et ceux qui n'ont aucun goût et qui ne m'aiment pas, donc ça, je peux rien faire pour eux. C'est pas un métier, c'est une pendaison, c'est une mission. C'est une mission, mais en fait, en ce qui me concerne en tout cas, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus pour les autres que pour moi. Parce que moi, quand je compose, ça y est, l'orgasme, je l'ai eu. Et après, il faut que je file l'orgasme aux autres. Et c'est là où c'est... Tout à coup, je sais pourquoi je fais ça. Quand mon corps s'éteindra, dit Michel Polnareff, je veux qu'il soit cryogénisé et conservé dans l'azote. Peut-être pour pouvoir encore composer des chansons dans 100 ans? Mais de toute façon, Polnareff l'a dit lors d'une interview à Europe 1 en 2006, il pense qu'il ne mourra jamais. Non, je ne crois pas à la mort. Je pense que je ne mourrai pas. Moi, je trouve que la vie fait beaucoup plus peur que la mort. On ira tous au paradis? Moi, je pense que je le mérite vraiment, oui. Mais pour 10 000 raisons, oui, absolument. Je revendique complètement l'idée de cette chanson. Oui, il faut penser positif. Donc, on ira tous au paradis, les chiens, les putains, tout le monde. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, mais moi, qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira. Destins extraordinaires,
Michel Polnareff. Raconté par Joe Hume. Récit, Julien Pichenet. Direction artistique et réalisation, Julien Tarot. Documentation, Clara Léger. Promotion et coordination des partenariats, Marie Corpet. Archives musicales, Benoît Valentin. Documentation, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Retrouvez tous les épisodes de Destins extraordinaires Michel Polnareff sur le site europe1.fr, l'application Europe 1 et toutes les plateformes d'écoute.